Bonjour, merci beaucoup. J'espère que vous avez encore quelques ressources attentionnelles en cette fin de journée, de fin de semaine. Et donc, je suis ravie de pouvoir faire cette présentation en binôme avec Mathieu Berger sur finalement l'inverse de ce qu'on vient de voir. Est-ce que l'activité physique va avoir un effet sur le sommeil normal et sur le sommeil pathologique? Alors, on parlera des pathologies du sommeil les plus fréquentes, l'insomnie, l'apnée du sommeil, et puis les hypersomnies parce que ça m'intéresse. Alors peut-être en préalable quand même, il y a quelque chose qui est important et Karim Spiegel en a parlé. Quand on étudie une association, il faut avoir, quelques idées, en tête. D'abord, le fait que, les liens peuvent être bidirectionnels. En l'occurrence, c'est vraiment le cas pour le sommeil et l'activité physique. Ensuite, le fait que l'association ne signifie pas la causalité, parce qu'on peut avoir un facteur qui va d'une part faire qu'on va faire plus d'activité physique et d'autre part faire qu'on va mieux dormir. Par exemple, un style de vie plus favorable, tabagisme, alcool ou pas, la sédentarité, des pathologies sous-jacentes et puis le fait aussi que, on peut avoir un effet de l'activité physique sur le sommeil, mais pas directement de l'activité physique en soi, mais l'environnement dans lequel on le fait. Par exemple, si vous allez courir au parc de la Tête d'Or, vous allez être dehors, vous allez vous exposer à la lumière et finalement, vous allez pouvoir éventuellement avoir un effet sur votre sommeil, pas du fait de l'activité physique, mais parce que vous étiez, à l'extérieur. D'où l'importance des études interventionnelles prospectives randomisées avec un groupe contrôle pour être, sûr des, liens qu'on va, établir et dans les données que je vais présenter, j'ai essayé de focaliser, principalement sur ce type de données. Deuxième préalable, quand on évalue le sommeil suite à, l'activité physique, on a 2 façons de faire. Soit le sommeil subjectif, auto-rapporté, comment vous dormez, des questionnaires de sommeil, des agendas de sommeil, soit le sommeil objectif qu'on peut enregistrer et là, c'est essentiellement des données d'actimétrie. Alors l'actimétrie, ça mesure, l'activité motrice. Alors, le sommeil, c'est pas que ne pas bouger, mais bon, c'est quand même une approche et puis, le sommeil, par polysomnographie, et vous voyez bien que c'est pas complètement, écologique. Alors, quels sont les effets de l'activité physique sur le sommeil, subjectif? Donc sur les questionnaires et notamment la PSQI qui est une échelle de qualité de sommeil qui est la plus, utilisée, il y a de manière assez unanime dans les études, une amélioration de la qualité de sommeil liée, à la pratique d'une activité physique. C'est vrai aussi pour le sommeil objectif, principalement pour l'efficacité du sommeil, qui est le rapport entre le temps que vous dormez vraiment sur le temps que vous passez dans le lit et des modifications aussi qui sont plus ou moins constantes selon les études de, l'architecture du sommeil avec une augmentation du sommeil lent profond et plutôt une petite diminution du sommeil paradoxal dont la latence est allongée. Mais ça dépend des études sur l'activité physique en aigu et en chronique. Parce qu'en aigu, vous faites une séance d'activité physique, après on regarde la nuit suivante comment est le sommeil. En chronique, ben, pendant, un certain nombre de semaines ou de mois, vous allez, implémenter 2-3 fois par semaine des séances d'activité physique et vous allez regarder si le sommeil a été, modifié. Et globalement, ce qu'on voit, c'est que c'est plutôt l'activité physique régulière qui va avoir un effet, en taille d'effet, donc une importance d'effet plus marquée que, l'activité physique pratiquée, en aigu. Et globalement, les niveaux de preuves sont, relativement, importants chez les sujets sains. Alors, quel type d'exercice physique? Est-ce qu'il y a, certaines activités physiques qui sont plus efficaces pour améliorer le sommeil que d'autres? En termes d'intensité, bah, finalement, que les activités physiques soient, modérées, ou intenses ou même les activités de type mind body, yoga, tai chi, en fait, on a un effet, favorable en chronique, de, ces différents types d'activités. Aérobie, anaérobie, alors il y a surtout des études sur les activités aérobie, mais globalement, là aussi, la plupart des études montrent pas, d'effet différentiel de, ces types d'activités physiques. Est-ce qu'il y a un effet dose? Oui, pour la durée des séances, essentiellement. Plus vos séances sont longues, plus vous aurez un effet bénéfique sur la qualité de votre sommeil. Alors, je pense que c'est vraiment le débat du jour. À quel moment on fait de l'activité physique? Et moi, je suis plutôt, d'accord avec, Émeric Stoffer. En fait,
les études, en tout cas dont j'ai connaissance, qui ont montré un effet délétère de l'activité physique pratiquée en fin de soirée sur le sommeil qui suit, c'était surtout des personnes qui n'étaient pas habituées à faire de l'activité physique et qui avaient fait une activité physique intense, avec un stress, augmentation du cortisol, activité sympathique et un effet sur la latence d'endormissement et la veille intra-sommeil dans les premières heures de sommeil. Il y a quand même pas mal de données maintenant sur l'activité physique en chronique et notamment ce papier, tout récent, qui montre que, finalement, quand on compare, la condition activité physique le matin après le réveil ou activité physique jusqu'à 30 minutes avant d'aller se coucher, il n'y a pas de différence ni pour le sommeil subjectif, ni pour le sommeil objectif qui va être amélioré avec une augmentation de la durée du sommeil lent dans les 2 conditions, morning et evening. Donc en gros, je pense qu'il faut être là aussi pragmatique. Le message, c'est que, heu, quand est-ce qu'on a le temps de faire de l'activité physique dans nos vies? C'est quand même souvent le soir et il vaut mieux en faire le soir que pas du tout. Alors est-ce que tout le monde bénéficie, de l'activité physique sur le sommeil? Là aussi, si on veut être assez synthétique, globalement, oui. Il y a moins de preuves chez les enfants probablement parce que les études sont un peu, sont plus transversales et puis qu'il y a plein de facteurs confondants et comme l'exposition aux écrans et la sédentarité. Mais on peut dire que, quel que soit l'âge, l'activité physique a un effet favorable sur le sommeil. Pas de différence liée au sexe, hormis dans quelques études pour l'activité physique en aigu et sur certains outcomes. Mais globalement, le message, c'est que, tout le monde en bénéficie, qu'on soit actif, de base ou non et qu'on soit bon dormeur. Alors, il y a bien sûr un effet, plafond. Si vous êtes là, vous êtes au top du sommeil, vous ne pouvez pas forcément avoir une marge d'amélioration, mais malgré tout, même chez des personnes qui n'ont pas de plainte de sommeil, on a une amélioration de la qualité du sommeil. Alors comment ça marche? Pourquoi est-ce que l'activité physique peut améliorer le sommeil? Alors, on peut imaginer un effet, direct, notamment sur la base d'un certain nombre d'études, fondamentales chez l'animal, en particulier et différentes hypothèses, c'est que, votre muscle strié squelettique, que vous allez mettre en action quand vous faites de l'activité physique, va être capable de libérer des facteurs qui vont, favoriser le sommeil comme, le BDNF, des cytokines qui sont impliquées dans l'inflammation, et qui vont, pouvoir favoriser, la survenue notamment des ondes lentes pendant le sommeil. Et puis l'activité physique va aussi avoir un effet sur la sécrétion directement par le cerveau de certaines de ces substances dont, l'adénosine dont on a déjà parlé. Mais il y a probablement aussi beaucoup de mécanismes indirects. On a déjà parlé de la lumière, on sait que, l'amplitude des rythmes notamment de température et de sécrétion de mélatonine va être amplifiée en cas d'activité physique. L'effet de la température, alors pendant l'activité physique, vous allez augmenter votre température corporelle, vasodilatation pour, pouvoir, favoriser la déperdition de chaleur et donc, secondairement, après l'activité physique, vous allez pouvoir faire baisser votre température centrale, ce qui est aussi un élément favorable pour le sommeil. L'effet de l'activité physique sur la dépression, sur l'anxiété, sur la douleur, sur le métabolisme, sur le tonus parasympathique, tout ça, c'est des facteurs, en fait, qui sont susceptibles, d'expliquer, l'effet de l'activité physique sur la qualité du sommeil. Alors maintenant, dans les troubles du sommeil, ça, c'est les différentes catégories, voilà comment on classe les troubles du sommeil et donc on va parler de ces 3 là, insomnie, apnée et hypersomnolence centrale. Donc l'insomnie, ça peut être des symptômes d'insomnie qu'on a tous plus ou moins, occasionnellement, difficulté à s'endormir ou à maintenir le sommeil et puis, chez un certain nombre de, personnes, ces troubles vont être, fréquents, plusieurs fois par semaine, pendant plusieurs mois, avoir des conséquences sur le fonctionnement diurne et un retentissement sur la santé mentale, et physique. On parle alors de maladie ou de troubles, insomnie. Donc il y a quelques études randomisées qui ont comparé, l'impact d'une, pratique d'activité physique, des séances de durée variable, des nombres de séances par semaine variables et des durées totales d'études variables selon les protocoles, à un groupe contrôle qui soit n'avait pas d'activité physique, soit était en liste d'attente avant d'en faire une, soit avait, juste, de l'hygiène de sommeil et différents types, d'activités, pratiquées. Pour l'insomnie symptôme, il y a un effet, qui est assez homogène, notamment, dans certaines des méta-analyses que je cite ici, sur, l'augmentation de la qualité du sommeil subjective et objective mesurée par actimétrie. Pour le trouble insomnie, donc la maladie insomnie, les effets subjectifs sont assez constants, mais en revanche, il n'y a pas de différence sur les paramètres
objectif. Donc probablement, il va falloir affiner pour savoir, peut-être que ça dépend, du type d'activité physique, peut-être ça dépend, il y a un effet dose aussi, du nombre de séances par semaine, la durée des séances, mais c'est certainement une voie, qu'il faut, explorer. Alors les hypersomnies, c'est des maladies rares, mais ça me fait plaisir d'en parler parce que, on vient de terminer une étude sur l'impact de l'activité physique dans la narcolepsie. La narcolepsie type 1, c'est une maladie, du sommeil qui s'associe à une hypersomnolence et à des cataplexies qui sont, des chutes de tonus musculaire en lien avec les émotions et qui, résultent d'une dérégulation du sommeil paradoxal. Les patients narcoleptiques ont des troubles du sommeil, mais pas que. Ils ont aussi, d'autres symptômes qu'on appelle des comorbidités, notamment l'obésité, les troubles métaboliques, les troubles anxio-dépressifs et puis des troubles attentionnels souvent. Et en fait, nos médicaments sont assez efficaces sur les troubles du sommeil, mais pas très efficaces sur, les comorbidités. Or, on sait que l'activité physique améliore le sommeil, les troubles métaboliques, les troubles anxio-dépressifs, les troubles cognitifs et la qualité de vie. Donc, on peut se dire que chez les patients narcoleptiques, on pourrait avoir un effet sur tous ces paramètres grâce à l'activité physique. Il y a quelques études, mais encore une fois, qui sont des études d'association. Les patients narcoleptiques qui font plus d'activité physique, en général, sont moins somnolents, des symptômes moins sévères et sont moins souvent obèses, ont moins de troubles dépressifs. Mais là encore, quelle est la direction, du lien? Peut-être qu'ils font plus d'activité physique justement parce qu'ils sont, moins sévères. Et donc pour, investiguer, cette question, on a fait dans le service, du sommeil à l'hôpital de la Croix-Rousse aux HCL, une étude prospective où pendant 6 semaines, on a proposé à nos patients de faire 3 séances d'activité physique par semaine, 1 en présentiel dans le service d'Aymeric Stauffer et 2, en distanciel, en visio. On a évalué, l'impact sur la sévérité de la narcolepsie et puis, des outcomes de faisabilité, de tolérance et puis, différents paramètres sur le sommeil, la santé mentale, les paramètres métaboliques et les capacités, attentionnelles. On avait 2 groupes, un groupe qui commençait tout de suite les 6 semaines, un groupe qui était en liste d'attente. Une évaluation au bout des 6 semaines. Le groupe liste d'attente avait ensuite l'activité physique pendant 6 semaines et on évaluait tout le monde au bout de 6 mois. Je vais vous présenter aujourd'hui juste les résultats à 6 semaines. On a inclus 30 patients, narcoleptiques. En moyenne, ils avaient 40 ans. La plupart étaient en situation d'obésité. C'était des patients qui étaient sédentaires, au départ, hein, et qui avaient, des symptômes, modérés à sévères. La plupart avaient des comorbidités, notamment comme la dépression et l'anxiété. Alors, le premier résultat qui est très positif, c'est que pour des patients qui faisaient jamais d'activité physique, on a quand même eu, quasiment 90 des séances en présentiel qui ont été faites et 80 des séances en distanciel. Donc les personnes, malgré leur somnolence, malgré leur fatigue, se connectaient et faisaient les séances et on a eu une très bonne tolérance. Il y avait une crainte par rapport au fait que l'activité physique puisse favoriser les cataplexies et en fait, ça a été des événements extrêmement rares. Sur, les 374 séances réalisées, on n'a eu que 7 cataplexies, partielles et pas du tout invalidante. En termes d'efficacité, sur notre critère principal qui était la sévérité de la maladie, on a eu une amélioration après 6 semaines d'activité physique, qui n'était pas observée après liste d'attente, et une amélioration des scores de dépression, de la qualité du sommeil, des paramètres biologiques, de la fréquence cardiaque au repos, de la puissance maximale pendant un test d'effort et des capacités attentionnelles. Pas d'effet en revanche sur, l'IMC, la glycémie, cholestérol, la VO2 max et d'autres tests cognitifs et on espère, mais bon, on verra, si on a ces effets qui, peut-être nécessitent une pratique plus, prolongée que 6 semaines. Donc pour conclure, on avait un certain nombre de barrières au départ, hein, des patients qui sont fatigués, qui sont somnolents, qui n'ont pas forcément l'énergie de se mettre à faire de l'activité physique. Il y a une barrière psychologique aussi, ils sont souvent en situation d'obésité, peur de la stigmatisation. Mais, beaucoup étaient quand même intéressés par cette question et le fait d'avoir été accompagnés et encadrés les a, manifestement aidés à s'engager, et c'est souvent le premier pas qui est difficile dans une activité physique avec, des retours extrêmement positifs des patients et notamment le fait d'être actif, en fait, dans la prise en charge de leur maladie, de pas juste prendre un traitement médicamenteux, mais de pouvoir, agir sur, leur état de santé et donc c'est des éléments qui sont, je trouve, très, agréables pour un médecin de pouvoir à la co avoir l'investissement, des patients dans leur état de santé et transition, on va parler des apnées du sommeil.
Bonjour à tous, du coup je poursuis sur les apnées du sommeil, puisque j'ai fait une thèse dessus il y a quelques années sur le lien entre l'activité physique et le sommeil. Pour parler rapidement des apnées du sommeil, je vous rappelle que ça se définit par une obstruction qui peut être complète ou incomplète au niveau des voies aériennes supérieures, et c'est ce que vous avez sur la petite image ici illustrée. Vous avez les voies aériennes qui sont ouvertes ici. Et puis, par moment, au cours de la nuit, eh bien, vous allez avoir un affaissement de la langue, vous allez avoir une chute de la langue en arrière qui va provoquer une obstruction, comme vous le voyez ici, qui fait que pendant quelques secondes, la personne arrête de respirer et ça va avoir des conséquences sur l'organisme, puisque vous imaginez que lorsque l'on répète ces événements plusieurs dizaines à plusieurs centaines de fois par nuit, eh bien, ça va avoir pour conséquence de la fatigue, de la somnolence, du stress pour l'organisme à plus long terme. Cette prévalence de l'apnée du sommeil, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, on en entendait moins parler avant, probablement parce qu'on le diagnostique plus, on a plus de dispositifs pour le faire, plus de médecins formés également. Et les derniers chiffres en Europe et chez nos amis suisses disent quand même qu'au-delà de 40 ans, eh bien, c'est 30% des femmes environ et 50% des hommes qui ont un index d'apnée supérieur à 15 événements par heure. Le traitement de référence, on en a parlé un petit peu, je reviens rapidement dessus, mais il s'agit de la pression positive continue, le fait de porter un masque la nuit au niveau du nez ou de la bouche ce qui permet de réouvrir les voies aériennes. C'est très efficace, peu d'effets secondaires. Par contre, c'est pas toujours très bien toléré parce que voilà, ça représente une contrainte. C'est un compagnon de nuit pour toute la vie parce que dès qu'on ne le porte plus, c'est plus efficace. Et du coup, on a toujours besoin de trouver d'autres alternatives de traitement. C'est pourquoi on s'est intéressé à l'activité physique dans la prise en charge de l'apnée du sommeil. La question qu'on se pose, et on en a parlé, des liens qui pouvaient être bilatéraux, et je vais essayer de répondre à cette question au cours de la présentation maintenant, c'est est-ce que l'apnée du sommeil provoque une inactivité physique ou est-ce que c'est l'inactivité physique qui provoque de l'apnée du sommeil? Et à l'inverse, est-ce que la mise en place d'une activité physique permet de réduire l'apnée du sommeil? Commençons par l'inactivité physique. Est-ce que, elle a un impact sur l'apnée du sommeil? C'est ce que je vous montre dans le travail ici. Ici, il s'agit bien d'une étude longitudinale où pendant 8 ans, on a regardé la survenue d'apnée du sommeil en fonction de l'activité physique que l'on avait au début. Ce que l'on peut constater, eh bien, c'est que plus on est actif, c'est-à-dire plus on se décale vers la droite, plus il y a un effet protecteur sur la survenue d'apnée du sommeil. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez en noir, lorsque l'on ajuste pour l'IMC notamment, eh bien cet effet disparaît. Donc on suppose que l'IMC joue une part centrale, c'est-à-dire que si je prends du poids, probablement que ça explique plus la survenue d'apnée du sommeil que mon activité physique initiale. La deuxième question, c'est est-ce que l'apnée du sommeil peut provoquer des comportements sédentaires et de l'inactivité physique? Il y a assez peu d'études en fait qui se sont intéressées à cette question dans la littérature, des études avec des petits effectifs. J'ai choisi de vous montrer cette étude qui a été réalisée chez 24 sujets. Globalement, on a l'impression que les sujets apnéiques euh, sont moins actifs que les sujets contrôle. Ils pratiquent moins d'activité physique modérée et vigoureuse. Ils ont moins de nombre de pas par jour que les personnes qui sont des sujets contrôle et qui n'ont pas d'apnée du sommeil. Du coup, s'ils sont moins actifs, est-ce que ça a un impact sur leurs conditions physiques? La réponse est oui, c'est ce que nous avions montré dans les travaux que j'avais conduits au cours de ma thèse. Mais, petite nuance, ça concerne les formes sévères d'apnée du sommeil. Lorsque notre IH, notre indicateur de sévérité que l'on prend le plus souvent, même s'il n'est pas parfait, lorsque l'IH est supérieur à 30, il semble y avoir un impact sur la capacité d'exercice qui est mesurée au travers de ce que l'on appelle la VO2 max d'un point de vue physiologique, la consommation maximale d'oxygène. Et cette diminution est présente, je vous le disais, seulement chez les patients sévères, d'où l'intérêt de proposer des programmes d'activité physique pour ces patients.
Il y a un double intérêt, c'est que lorsque l'on couple cette condition physique à l'apnée du sommeil, eh bien, on s'aperçoit que ça n'a pas le même impact sur la survenue d'événements cardiovasculaires et sur la mortalité. C'est ce que je vous montre ici dans ce travail qui a été réalisé par des Américains. Et vous voyez que, en gros, plus on va descendre, plus on est bas sur cette échelle graphique, plus on est à risque de survenue d'événements. Plus on est en haut de l'échelle, moins on est à risque de survenue d'événements au cours du temps. Ici, vous avez 12 ans de suivi de survenue d'événements cardiovasculaires qu'on appelle MAS en anglais ou de mort. Et grosso modo, qu'est-ce que l'on voit? La pire des conditions, c'est à la fois d'avoir de l'apnée du sommeil et une mauvaise condition physique. Mais ce qui est intéressant également de voir, c'est que si vous avez de l'apnée du sommeil et que vous avez une condition physique qui est plutôt bien dans la moyenne, la condition bleue, eh bien, on diminue le risque. Donc, c'est plutôt encourageant quand même pour nos patients. La question est aussi, est-ce que si j'augmente mon activité physique, je diminue l'apnée du sommeil? C'est ce que j'avais fait dans mon travail de thèse il y a 6 ans maintenant. Nous avions réalisé une étude contrôlée randomisée avec un groupe contrôle et un groupe interventionnel. Pour le groupe interventionnel, on était sur des formes modérées d'apnée du sommeil, des personnes qui n'ont pas encore de traitement par PPC, comme on l'a vu. Et on avait pris seulement des formes modérées, donc tous étaient dans les formes modérées en orange au début. Et on a regardé l'évolution 9 mois plus tard, après 9 mois de programme qui correspondait à une année associative, puisque le programme d'activité physique était réalisé au sein des clubs de la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire. Les patients s'inscrivaient 3 fois par semaine pendant 9 mois à des séances de marche nordique, d'aquagym et de gym en salle. Ils étaient 96 patients suivis pendant 9 mois. On a observé une diminution de 5 événements par heure entre les groupes. Ce qui est pas miraculeux, mais ce qui est déjà bien, ce qui nous montre quand même qu'on peut agir en prévention aussi, dans les formes modérées d'apnée du sommeil. Et lorsque l'on regarde notre groupe contrôle, on voit qu'à l'inverse, on a quand même une tendance à l'augmentation de la sévérité de l'apnée du sommeil lorsque l'on n'agit pas, qu'on ne met pas en place de traitement. Quand on faisait des analyses de sous-groupes, ce qui était mis en avant, c'était le fait que les patients souffrant d'obésité avaient des bénéfices plus importants que les autres, sachant qu'on n'a pas mis de critères de sévérité sur l'obésité en critères d'inclusion. L'autre question qu'on peut se poser, c'est si je diminue mon activité physique, est-ce que j'augmente mon apnée du sommeil? La logique veut que oui, et c'est ce que l'on a retrouvé également. Ce groupe dont je vous ai parlé, qui a été suivi pendant 9 mois initialement, le groupe exercice, on leur a proposé de les suivre encore pendant 12 mois. Mais cette fois, ils n'avaient plus le droit à l'intervention, ou du moins, ils étaient plus obligés de la... Enfin, plus obligés. Ils ne sont jamais obligés dans une étude. Mais en tout cas, on ne les finançait plus pour réaliser cette intervention. Donc, ils avaient leur libre arbitre, ils avaient la possibilité de continuer s'ils le souhaitaient, mais ils n'étaient pas obligés. L'ensemble de ces patients ont été inclus. Et à la fin, on a dissocié deux groupes, ceux qui avaient vraiment continué l'activité physique et ceux qui avaient arrêté. Ceux qui ont arrêté sont représentés en bleu, ceux qui ont continué sont représentés en vert. Vous avez ici deux marqueurs de la sévérité de l'apnée du sommeil, l'IAH dont on a parlé, et puis l'index de désaturation en oxygène, qui est la répercussion sur l'oxygénation dans le sang. Pour les deux, vous voyez qu'on a sensiblement la même évolution. Si on continue de maintenir une activité physique régulière, on continue d'avoir des bénéfices sur le traitement de l'apnée du sommeil. Si par contre on arrête, ça reste transitoire et on retrouve une augmentation. Donc c'est aussi un message important à rappeler, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de faire 6 semaines ou 8 semaines de réentraînement pour avoir des bénéfices durables. C'est un traitement qui doit être continu, un petit peu comme peut l'être le traitement par PPC. Parmi les mécanismes potentiels, j'irai assez vite dessus, mais on dissocie 4 principaux mécanismes au bénéfice de l'activité physique dans l'apnée du sommeil. Sachez que ça n'est pas seulement drivé par une réduction de l'IMC. En général, les patients ont peu d'évolution sur l'IMC et pourtant on peut avoir des bénéfices sur l'apnée du sommeil parce qu'il y a probablement des modifications de la composition corporelle et on pense en particulier, même si ça n'a pas encore été mesuré à ce jour, à une redistribution des graisses au niveau des voies aériennes supérieures. Il peut y avoir également une amélioration d'une dysfonction des voies aériennes supérieures, un déplacement de fluide qui avait été montré par des collègues grenoblois qui a plutôt bien été établi, c'est-à-dire que
On a une stase veineuse au cours de la journée, un petit peu comme une bouteille d'eau qui est à moitié remplie. Et puis, lorsque l'on va s'allonger, on va avoir une redistribution des fluides. Les fluides vont remonter au niveau des voies aériennes supérieures, ce qui peut favoriser une obstruction. Dans le cadre de l'exercice, eh bien, ça va diminuer ce shift, cette remontée de fluide au niveau des voies aériennes, ce qui pourrait diminuer la sévérité de l'apnée. Et enfin, il y a un bénéfice qui est quand même notable, ce que disait Laure aussi dans les autres troubles du sommeil, c'est-à-dire qu'on sait très bien que l'activité physique a 1001 vertus, et notamment sur les comorbidités, comme le diabète, comme l'obésité, comme le surpoids, comme l'hypertension, et qu'il y a donc un bénéfice à proposer cette prise en charge pour les patients apnéiques. D'ailleurs, l'autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que lorsque l'on met en place un traitement avec une PPC, est-ce que l'on augmente son activité physique de manière spontanée? On peut se dire que ce traitement est efficace pour retrouver un style de vie actif. Là aussi, il y a assez peu d'études, mais globalement, la tendance est à dire qu'il n'y a pas d'augmentation significative de l'activité physique spontanée avec une machine. Ce qui veut dire qu'on a également besoin de prendre en charge les facteurs de risque de l'apnée du sommeil et de ne pas seulement mettre en place une PPC. C'est la tendance actuelle. Il y a quelques études qui s'y sont intéressées. On s'y intéresse également, notamment à Saint-Étienne et puis à Lausanne, où j'avais fait un post-doctorat, où actuellement on a une étude où on propose une prise en charge globale avec une prise en charge nutritionnelle pour les patients, en plus de leur machine, et une prise en charge en activité physique. L'idée, c'est de regarder sur différents paramètres de santé, en premier lieu la qualité de vie, mais aussi la pression artérielle, des mesures anthropométriques, des bilans sanguins. Quels peuvent être les bénéfices de cette prise en charge globale par rapport à une prise en charge seulement avec une machine par PPC? Les résultats, on les espère pour 2025. Voilà, je termine simplement en disant que l'activité physique a un bénéfice sur l'apnée du sommeil, on l'a vu au cours de ma présentation. Ça se joue probablement par le déplacement de fluide, la réduction des comorbidités et puis des modifications de composition corporelle, plus particulièrement au niveau des voies aériennes. À l'inverse, l'apnée du sommeil a un impact sur l'activité physique, c'est normal. Lorsque l'on est fatigué dès le matin, que l'on est somnolent, ce n'est pas la meilleure aptitude et les meilleures compétences qu'on peut mettre au service d'une activité physique. Je vous remercie pour votre attention. Beaucoup pour vos présentations. Tu veux poser une question? Ok. Merci beaucoup. J'aurais deux questions. La première, c'est est-ce qu'on peut espérer de guérir de l'apnée du sommeil si on continue à avoir une bonne hygiène de vie? Et la deuxième, est-ce que la nature de l'activité physique, est-ce que c'est important? Faire du yoga, par exemple, ou quelque chose de plus intense? Peut-être avec la respiration. Ouais. Merci. Alors, la nature de l'activité physique, probablement que celle qui aura le plus de bénéfices, c'est celle qui est majoritairement étudiée, c'est l'activité d'endurance. Les activités de force, je crois qu'il y a une étude sur la littérature, mais c'est assez peu concluant avec un petit effectif et ça va être difficile de répondre. Mais c'est une activité qui va solliciter notre système cardio-respiratoire tout de même. Et cette activité-là, il faut quand même qu'il y ait une intensité minimale pour avoir des bénéfices. Et je ne me rappelle plus de la première question. Guérir, Ah, est-ce qu'on peut espérer guérir? Tout à fait. Je dirais que oui, et il faut être. Il y a une grande variabilité dans les résultats interindividuels, mais en fait, quand on regarde, il y a quand même des patients qui basculent en dessous de seuil que l'on qualifierait de malades, de souffrant d'apnée du sommeil. Donc, c'est possible. Toutefois, il faut prendre en compte le fait qu'il y a des morphotypes et des phénotypes différents et qu'il faut les prendre en compte aussi. C'est-à-dire que certaines personnes avec un phénotype particulier au niveau des voies aériennes auront peu de bénéfices d'une prise en charge par activité physique et d'autres, à l'inverse, pourront avoir des bénéfices importants. Une question de la part de Perrine. Oui, moi, c'est une question pour vous deux. En fait, c'était surtout à propos de la présentation de Laure. Mais dans vos deux présentations, en fait, donc on a bien compris que ça a l'air d'être une très bonne idée de faire de l'activité physique et de faire une activité physique plutôt régulière qu'une
une activité physique ponctuelle. Et dans vos présentations, dans les protocoles que vous avez mis en place, il était souvent question d'activité physique 3 fois par semaine. Est-ce que vous avez une idée en fait de la fréquence et de la durée qui serait soit minimum pour avoir un bon effet ou souhaitable ou recommandable? Est-ce que tous les jours ou c'est au minimum une demi-heure? Voilà. Tu veux pas... Ouais. Ok. Je crois que surtout, au-delà du sommeil, on peut être plus généraliste sur la santé. Et en fait, on se base sur les recommandations de l'OMS en termes de durée d'activité physique et de fréquence d'activité physique. Et l'OMS, aujourd'hui, nous dit c'est 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine qui est recommandée pour avoir des bénéfices en termes de santé. Et pratiquer idéalement au moins 30 minutes par jour. 5 fois par semaine, ça pourrait être, mais en général, lorsque l'on met en place une activité physique encadrée, on propose des séances de 1 heure à 1 heure et demie. C'est ce qui explique que d'un protocole à l'autre, on retrouve souvent ces fréquences-là et qu'on a assez peu de recul sur est-ce qu'on aurait les mêmes bénéfices si on faisait que 2 séances ou si on en faisait 5. Parce qu'il y a aussi une histoire de faisabilité, c'est-à-dire que le patient qui ne faisait pas d'activité physique, si on lui dit demain tu fais 5 séances par semaine, en général, il peut y avoir un problème d'adhésion assez rapidement, quoi. Merci. Il y a une question en ligne. Je crois qu'elle s'adresse à Laure. Est-ce que les patients narcoleptiques étaient sous sodium oxybate? Et si oui, y avait-il une différence des résultats avec ceux qui ne l'avaient pas, vu qu'il y a un impact sur le sommeil? Alors, on n'a pas mis comme critère d'exclusion pour l'étude le fait d'avoir un type de traitement ou un autre. Donc, tous les patients qui souhaitaient participer à l'étude pouvaient le faire. Donc, on avait une certaine hétérogénéité dans les traitements. Globalement, l'impact qu'on a eu sur la qualité du sommeil, qui était un des outcomes secondaires, ce n'était pas le critère principal qui nous intéressait dans l'étude, a montré qu'on avait quand même moins de patients qui se plaignaient d'insomnie. Donc peut-être qu'effectivement, le fait qu'on ait des patients sous sodium oxybate qui, de fait, au départ, en général, un meilleur sommeil du fait de ce traitement que les autres, nous a un peu diminué la taille des faits qu'on a observés. Un élément important, effectivement, peut-être à mentionner, mais que je n'ai pas dit au départ, c'est que c'est vrai que les patients narcoleptiques sont somnolents, mais sont aussi insomniaques. Et ça fait partie des symptômes de la maladie. Non seulement ils ont du mal à rester réveillés la journée, mais ils ont du mal à rester endormis la nuit. Ils ont une problématique d'instabilité des états de vigilance. Et donc, la mauvaise qualité du sommeil de nuit, c'est effectivement un problème aussi pour ces patients. Et de manière individuelle, en tout cas, on a eu des retours de patients aussi qui nous disaient qu'ils avaient ressenti un impact sur la qualité de leur sommeil. Sachant qu'on a aussi des données d'actimétrie qu'on n'a pas encore fini d'analyser, hein. Karine Spiegel est sur le coup, donc on devrait avoir des données plus précises bientôt. Merci. On a une autre question dans la salle. En ligne, vous êtes timide, hein? Pas de questions en ligne? Test de vigilance. Oui, c'est ça. Alors, quand on pense, mais qu'on n'est pas encore diagnostiqué et qu'on pense faire des apnées du sommeil, est-ce que dans vos services, vous aviez parlé tout à l'heure de prothèses mandibulaires qui seraient moins efficaces que le masque? Est-ce que quand un prothésiste dentaire vous dit qu'il faut refaire toute votre mâchoire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on va laisser répondre Émeric, qui est le spécialiste de l'apnée du sommeil. Alors, pour vous dédramatiser, l'orthèse d'avancée mandibulaire, effectivement, c'est moins efficace comme traitement. C'est efficace uniquement quand l'obstacle est en arrière de la base de la langue, puisque ça vient propulser la mandibule. Et donc, comme la langue s'insère sur la mandibule, vous avancez votre langue et donc vous avancez la base de langue. Il y a pas de il y a des soins dentaires particuliers à faire, c'est-à-dire qu'il faut remettre toute la dentition en bon état, puisque ce sont des dispositifs qui sont faits sur mesure, avec des moulages, mais il n'y a rien de plus. Et globalement, pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble, c'est deux gouttières qui sont reliées l'une à l'autre, soit par des ergots, soit par des biellettes, et qui va juste faire basculer la mâchoire inférieure en avant de la mâchoire supérieure, l'inverse de ce que vous avez quand vous fermez la bouche.
Donc, c'est pas si invasif que ça. Et par contre, démarrer un traitement sans avoir la certitude du diagnostic, moi, ça me semble un peu hasardeux. Question, j'en profite pour en poser une. Est-ce qu'il y a des études qui évaluent des modifications d'adhérence à la PPC chez les patients qu'on aurait mis à l'activité physique? Non. Mais ça, on pourra y répondre, nous, en tout cas, sur la dernière étude qui est en cours. Et le teaser, je dirais que de manière individuelle, j'ai l'impression quand même que les gens ne sont pas forcément plus adhérents, quoi. Ouais. Et ils auraient plutôt tendance à la mettre de côté en se disant ouais, en fait, je pense que déjà, si je prends bien soin de mon hygiène de vie, je pourrais peut-être me passer de ce petit objet un peu encombrant sur ma table de nuit, quoi. C'est un teaser négatif, ça. Ouais, malheureusement. On n'a pas toujours des résultats. Mais tu dis que l'étude est en cours, donc c'est peut-être pas la conclusion finale. Exactement. C'est juste une observation au cas par cas individuel, là, ce que je vous dis. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, 2, 3. J'avais une question très naïve par rapport à l'apnée du sommeil parce que ça a l'air dépendant de la position du sommeil. Et je voulais savoir si, du coup, ça pouvait être une piste de traitement de contrainte de la position. Voilà. Émeric, tu veux répondre ou Laure? Il y a un peu chez tout le monde un facteur positionnel, effectivement avec la base de la langue qui va jeter en arrière en décubitus dorsal. On peut quantifier en fait ce caractère positionnel et globalement si on peut définir des seuils de caractère positionnel. Quand le syndrome d'apnée du sommeil n'est pas trop sévère et qu'il est très positionnel, effectivement, le traitement positionnel, ça peut être une option. Donc, en pratique, c'est des dispositifs qui empêchent de se mettre sur le dos. La problématique, c'est l'adhésion à ce type de traitement au long cours et le fait aussi que globalement, avec le temps, malheureusement, hormis en situation de perte de poids très très importante, par exemple, l'apnée du sommeil, c'est quand même quelque chose qui va un peu s'aggraver. Donc, on peut avoir à un moment donné un syndrome d'apnée du sommeil positionnel modéré qui va pouvoir être amélioré avec un traitement positionnel, mais ça ne veut pas dire que 5 ou 10 ans plus tard, ça sera encore le cas. Merci Laure. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne pour Laure et Mathieu? Oui, Raymond. Et puis on a une question au fond après. Est-ce que vous avez pu évaluer de façon objective? Alors, pas dans les études à proprement parler sur l'activité physique, puisqu'en plus, nous, on travaillait beaucoup sur de la polygraphie du sommeil, donc avec pas de notion d'architecture du sommeil et de sommeil paradoxal. Mais évidemment qu'un patient apnéique qui va avoir une fragmentation du sommeil importante va avoir une déstructuration de son sommeil et moins de sommeil paradoxal. Mais je ne sais pas si d'autres veulent compléter ces propos-là, mais Qui veut compléter? Qui veut? Pas d'amateur, pas d'amatrice? Cognition. Donc, théoriquement, les apnéiques ont un déficit en sommeil paradoxal. Donc, il doit avoir un déficit cognitif. les amis, se tourner cognition, je ne sais pas si. Logiquement, mais c'est vrai que je ne sais pas. Moi, j'ai aucune idée. Alors, il y a effectivement des travaux sur les troubles cognitifs dans l'apnée du sommeil. À ma connaissance, ils n'ont pas été directement liés au sommeil paradoxal, mais plutôt à des critères de fragmentation du sommeil en général. Et avec exactement, avec toujours les deux aspects et une réversibilité sous traitement de certains de ces troubles, pas forcément la totalité. Mais il y a des syndromes d'apnée du sommeil qui prédominent en sommeil paradoxal. Enfin, il y a ce que tu disais, il y a des phénotypes différents, à la fois en termes de cause et puis de manifestations au cours du sommeil, des patients qui vont avoir un sommeil extrêmement fragmenté, d'autres patients qui auront un sommeil moins fragmenté, et certains SAD qui sont prédominants en sommeil paradoxal. Et à ma connaissance, c'est plutôt un phénomène qui a été associé à un surrisque cardiovasculaire plus que cognitif.
Et puis, on a une question tout au fond. Enfin, il y avait une main qui s'était levée, je crois, tout au fond. Madame, vous avez une question? Non? Ah, j'ai cru. OK. C'est oublié. Non, moi, j'en avais une. Pour toi, Mathieu, c'était souvent quand on fixe des barrières, quand on dit il faut dormir plus de 7 heures ou il faut dormir 8 heures, les gens qui dorment 5 ou 6, quelquefois se disent c'est le bout du monde, je ne vais jamais y arriver parce que mon emploi du temps ne me le permet pas, ou etc. Ou quand on dit aux gens il faut faire 150 minutes de sport par semaine pour en voir les effets, souvent certains vont se dire c'est le bout du monde. Qu'est-ce que tu recommanderais comme approche pour atteindre des effets positifs de l'activité physique, pas forcément du sport, mais de l'activité physique? Est-ce qu'il y a des conseils que tu souhaites donner? Ouais, alors la première des choses, c'est effectivement, on a aussi maintenant des messages de santé qui disent même une petite dose, c'est bien. Et on a des bénéfices même une petite dose, on va réduire la sédentarité, on réduira ses facteurs de risque. Donc ça, c'est le premier message. Et moi, le deuxième message, c'est aussi de dire si l'activité physique est supervisée et encadrée, alors on a un cadre qui va être imposé, on va intégrer un groupe social, on va intégrer des horaires, des contraintes qui vont faire que l'on va être un peu plus adhérent que si simplement on se donne rendez-vous une fois par semaine avec un ami ou une amie pour aller dans le parc, où il y aura toujours une bonne raison, météorologique notamment, pour ne pas y aller. Donc l'activité encadrée, c'est quand même quelque chose où on a tendance à observer une meilleure adhésion et je l'encourage. D'accord, merci. 2 autres questions? Est-ce que chez les personnes qui font de l'apnée du sommeil, on retrouve une culpabilité du fait de la fatigue que ça engendre et du fait d'avoir des difficultés de motivation à faire du sport, et qui pourrait engendrer du coup un effet un peu négatif, une boucle un peu négative? Bonne question. Ouais. Là, comme ça, je dirais que je les sens pas coupables, moi. Quand je les vois quand je les vois en consultation, j'ai pas eu de sentiment de culpabilité de pas être actif ou pas suffisamment actif. Souvent, c'est un peu comme Monsieur et Madame Tout le monde. On sait qu'il faudrait le faire et on le fait pas forcément, je dirais. C'est plutôt ça, quoi. Et on a aussi 1001 raisons qui font qu'on ne le fait pas, quoi. Comme la question précédente, au-delà de la durée du sommeil, on vous parlait de 8 heures, n'est-ce pas la qualité du sommeil qui compte, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'on parle le cycle du sommeil? Et est-ce que le cycle du sommeil, c'est 1h30? Je peux répondre si vous voulez. Tu as 3 secondes. Quant à la durée du sommeil, déjà, si on regarde par exemple sur le risque cardiovasculaire, en fait, on observe des courbes en U, c'est-à-dire qu'autour de 8 heures, c'est là où on a les meilleurs bénéfices. Et si on augmente cette durée de sommeil ou si on la diminue, on augmente le risque. Donc, effectivement, il n'est pas seulement une question de durée, et plus on augmente, mieux c'est, puisqu'il y a l'effet inverse. Et probablement que cet effet inverse, il est expliqué par une qualité de sommeil qui est altérée chez les personnes qui dorment beaucoup. Le cycle d'1h30, alors ça, moi, je suis assez partagé sur les cycles du sommeil parce que je trouve que on les apprend très bien en théorie, on les dessine très bien, et en pratique, c'est pas si évident que ça de dessiner des cycles du sommeil. Si on devait retenir quelque chose, c'est qu'évidemment, c'est pas pile 1h30 et que c'est assez variable, ça peut être entre 60 et 120 minutes, je dirais. Et puis à l'inverse, il y en a où on n'arrive pas du tout à avoir de cycle parce que c'est très déstructuré par notamment de l'apnée du sommeil. Merci beaucoup, Mathieu. On va te libérer, Mathieu, là.